sommes le 10 juin 2014 et je voudrais parler de cette relation très particulière de l'astrologue avec son client, avec son patient, avec la personne qui l'interroge, car elle ne laisse pas de me laisser perplexe. En effet, grande partie de la confiance que l'astrologue a en lui-même repose sur la relation qu'il aura réussi à établir avec le client, avec la personne à laquelle il s'adresse. Et il me semble qu'il y a là un surinvestissement flagrant. Et une espèce de renversement des rôles parfois. Car, si j'entends bien le propos, l'astrologue dépend de l'assentiment du client. Assentiment qui se manifestera de diverses manières, en payant, en revenant, en parlant autour de lui, bouche-oreille. C'est ça le résultat. Le résultat, il est commercial. Maintenant, qu'il y ait eu un résultat obtenu, je ne sais pas très bien lequel, la seule manifestation, c'est effectivement au niveau de la communication, la personne est contente, est satisfaite, et elle le dit. Donc l'astrologue sera parvenu à générer un certain sentiment de satisfaction de la part, alors satisfaction qui est extrêmement vague. Satisfaction à quel niveau? Satisfaction par rapport à quoi? Satisfaction parce que l'expérience elle-même a été intéressante. Satisfaction parce qu'on s'est occupé de vous. Satisfaction parce qu'on vous a proposé une nouvelle image de vous. Il y a des tas de formes de satisfaction qui peuvent se produire à court terme ou à long terme. Et là, on parle surtout de satisfaction à court terme. Le plaisir qu'on a pu ressentir sur le moment. Pourquoi je parlerais presque d'une sorte de massage. On vous a fait du bien en vous parlant de vous, en vous donnant, en vous renvoyant une image de vous qui est excitante par ce côté. Maintenant, on n'est pas dans le domaine de la guérison, dans le domaine des résultats, je ne sais pas, comme on pourrait dire, conseiller financier. On est dans le domaine de l'ego, la satisfaction de l'ego, quelque part. Le fantasme, tout simplement, de se voir à travers le miroir du thème astral. C'est une rencontre intéressante. Je suis ça. Ce que je suis est déjà là. Je ne sais pas ce qui est là, mais je sais que je suis là. Et c'est déjà très satisfaisant, psychiquement. Ça comble un vide, éventuellement. Donc, satisfaction, oui. Quel genre de satisfaction? On ne le sait pas trop bien, et peut-être même le client lui-même ne le sait pas trop bien. Mais satisfaction aussi de la part de l'astrologue, qui lui sera satisfait du retour sous les différentes formes dont on a parlé, c'est-à-dire il est payé, on lui fait un sourire, on parle de lui, d'autres, c'est une satisfaction, et une satisfaction qui concerne aussi sa science à lui. Ça montre que sa science, l'enseignement qu'il a reçu, l'argent qu'il a investi, le temps qu'il a investi, ça n'a pas été en vain. Donc là aussi, il y a une satisfaction. Donc on pourrait parler de satisfaction partagée, même si ce n'est pas la même satisfaction de part et d'autre. Et par conséquent, le paradoxe, c'est que tout cela se fait
dans le secret absolu, le secret des consciences. Ben oui, c'est-à-dire que dans un colloque, par exemple, d'astrologie, on ne va pas dire voilà, j'ai un client qui est content. Non. L'astrologue a une sorte de sentiment général que ça se passe bien pour lui, que ça se passe bien pour les gens qui viennent le voir. Voilà, c'est un sentiment général. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ce constat, quel est le diagnostic, quel est le jugement que je porte sur cette situation? Le transfert et contre-transfert. Puisque contre-transfert il y a, dans la mesure où l'astrologue veut être à la hauteur de la demande de son client, et quand il l'est, il a une grande satisfaction. Alors d'abord, premièrement, j'en ai parlé dans une précédente causerie, il y a la standardisation. C'est-à-dire qu'il faut proposer un produit qui est reconnu, qui est plus ou moins standardisé, qui est plus ou moins validé, et c'est à ce titre-là d'ailleurs qu'on va être payé. Je disais l'autre jour qu'on est payé que par rapport à un produit qui est déjà sur le marché. Donc il faut, au niveau de l'astrologue, se conforme et se comporte en accord avec ce qu'on attend de lui et ce que le fait qu'il se dise astrologue implique au niveau de l'attente du client et au niveau du service qu'il va lui rendre. Très bien. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est l'ego. C'est-à-dire, est-ce que le client a les moyens de porter un jugement sur son ego? Alors, c'est un sujet assez complexe. S'il ne connaît pas grand-chose du monde, prenons par exemple quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose du monde, qui ne connaît pas grand-chose de la vie, il ne pourra pas apprécier la valeur de son vie. Il ne pourra pas savoir si ce qu'on lui dit est plus vrai pour lui que pour d'autres personnes. C'est un peu comme l'histoire de quelqu'un qui est sur une île déserte avec une femme, il n'a pas le choix, il doit faire avec. On est un peu dans la problématique de l'île déserte ici. C'est-à-dire que culturellement, au niveau de la conscience, la personne est dans l'île déserte, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas grand-chose. Et donc tout ce qu'on va pouvoir lui proposer sera considéré comme étant vrai, dans l'absolu ou relativement vrai, mais sans beaucoup de points de comparaison. Et nous avons dit dans d'autres causeries à quel point le monde de la femme notamment, mais aussi le monde à certaines époques, au niveau cyclique, se rétrécissait, se rapetissait. Et plus le monde se rapetisse, plus le champ de conscience se réduit, et plus, paradoxalement, on n'est pas en mesure de porter un jugement global et d'ensemble sur ce qui se passe, sur ce qu'on vous dit. J'ai d'ailleurs, déjà pas mal de temps, proposé de faire des expériences dans ce sens. Il faut faire des expériences. J'ai dit, par exemple, qu'on pouvait tenir des propos identiques à des clients, supposer venir du thème en question, bien supposer, mais en réalité, ils sont des propos d'ordre général, qui donc sont à peu près vrais pour tout le monde, et notamment à peu près vrais pour les femmes, par exemple, ou pour les hommes. Je me souviens qu'en 2000, je crois, il y a 15 ans, j'avais organisé toute une séance expérimentale sur ce sujet. Avec justement une sorte de protocole, j'avais proposé d'établir un portrait robot des femmes en général, donc quelque chose qui avait une valeur globale, et de le proposer à plusieurs femmes qui venaient à tour à tour,
entendre ce que j'avais à dire sur leur thème. Alors, leur thème donc était différent, mais le propos que je tenais, lui, était identique. Et comme c'était un propos qui était assez juste, puisqu'il était une sorte de discours général sur le coefficient féminin, le thème apparaissait comme donc validé. Et donc il y a un décalage déjà entre le thème et la traduction, ou la supposée traduction. Le client n'est évidemment pas en mesure de suivre le raisonnement de l'astrologue. Même si l'astrologue était son propos par tel et tel élément du thème, le client ne sait pas dans quelle mesure l'astrologue n'aurait pas pu dire autre chose, toujours à partir de ce thème, en prenant d'autres facteurs du thème et en les combinant autrement. On sait très bien qu'il y a plusieurs lectures possibles d'un thème selon ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut corroborer. Donc, si je dis à quelqu'un, par exemple, ah oui, oui, vous êtes comme ça parce qu'il y a Vénus en taureau au trigone de Neptune en vierge, etc. Le client, il peut à la limite voir que c'est vrai, à la limite. Hein. Et ça sera effectivement dans le thème. Sauf que le client n'aura pas parlé, l'astrologue n'aura pas parlé d'une lune en Capricorne, ou je ne sais pas, ou d'un carré Vénus, je sais pas quoi. C'est-à-dire que le client n'est pas en mesure ni de suivre l'argumentation de l'astrologue, il peut la suivre, mais il ne peut pas la déterminer par rapport à l'ensemble de ce qui aurait pu être dit. Il ne peut pas non plus vérifier que ce que l'astrologue lui dit, l'astrologue aurait pu dire à d'autres personnes. Donc il y a un énorme brouillard. Et donc la conclusion à laquelle nous parvenons, c'est est-ce que c'est comme ça que l'astrologie se déroule dans des conditions expérimentales aussi douteuses, aussi problématiques, aussi peu concluantes en vérité. Alors, à cela, il faudra analyser donc les arguments, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'il y a une règle du jeu qui veut qu'on procède d'une certaine façon, qu'il y a un protocole à suivre, un rituel à suivre. Bon, moi, je ne conteste absolument pas la pratique de l'astrologie. Je dis simplement que cette pratique ne constitue en aucune façon une recherche. Ce n'est pas ainsi qu'on fait de la recherche en astrologie. Tout. Bon, maintenant que cette pratique soit ce qu'elle est, qu'elle soit, à mon avis, essentiellement divinatoire, et qu'elle s'inscrive dans ce fantasme qui est la base même de la demande de consommation divinatoire, à savoir, je veux savoir qui je suis, je veux savoir ce qui m'attend moi, personnellement, et pas la personne à côté. Ça, c'est un syndrome intéressant. J'en ai déjà parlé et j'en reparle. Ce besoin d'avoir un traitement spécial, personnalisé, eh bien, on ne le remarque pas, par exemple, pour les gens qui lisent les horoscopes dans les journaux. La personne qui dit qu'elle est du bélier, elle n'a pas l'impression ni l'illusion qu'elle est celle du bélier, qu'elle est celle du scorpion. Donc ces gens-là, ils n'ont pas ce syndrome de « je veux avoir un discours qui m'est propre ». C'est un discours qui est propre à une population de quelques millions de gens qui sont du bélier. Justement, le grand argument de ces astrologues qui veulent proposer un produit sur mesure, c'est de dire « oui, mais tout ça, c'est très général. Moi, avec le thème astral, je vais vous faire un produit adapté et uniquement valable pour vous. Uniquement valable pour vous. À voir. Car en pratique, ce n'est pas vrai. En pratique, précisément, le discours qu'un astrologue tient à son client, même s'il se déclare comme étant propre à son client, ne l'est pas. Et il ne l'est pas, tout simplement parce que déjà, on est dans le langage, donc déjà, on est dans des mots qui ont une valeur générale, même si on les met côte à côte. Il l'est aussi parce que, en réalité, les gens
en dépit de ce qu'ils prétendent, ne sont pas si différents les uns des autres que cela. C'est ça. Il y a une pathologie derrière tout ça, il y a une souffrance. Alors, qu'effectivement l'astrologue soit un palliatif à une certaine souffrance, c'est l'effet de souffrance. Cette souffrance, c'est souffrance de ne pas avoir été reconnu dans sa famille, de ne pas avoir été différencié. Dans une fratrie où il y a d'autres personnes, ou dans une fratrie où il y a des personnes qui sont plus intéressantes que d'autres au regard de la famille, au regard des parents, au regard de la mère. Il y a des souffrances narcissiques qui sont derrière cette demande d'astrologie individuelle et personnelle. Et donc cette souffrance narcissique, elle est et effectivement, l'astrologue apporte ce que j'appelle un plaisir, un baume à cette souffrance. Est-ce qu'il la résout, cette souffrance? Est-ce qu'il résout le problème qui est sous-jacent à cette souffrance? Dans l'absolu, ce serait possible s'il y avait un traitement approprié. Dans la pratique, non, pas vraiment, mais c'est une satisfaction, c'est un soulagement, c'est un baume, et en ce sens-là, c'est valable. Autrement dit, l'astrologie exporte des produits qui sont demandés sur le marché. Comme la France, par exemple, exporte des armes. Est-ce que c'est pour autant un pays qui a vocation, dans sa culture, à favoriser la guerre, etc. Il y a une demande, il y a une image, on exporte des produits qu'on nous demande. Et il y a un engrenage économique qui fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Maintenant, donc il y a une astrologie d'exportation, de même que par exemple, il y a dans la rue, à Paris, ou à Versailles, il y a des gens qui vendent des colifichets, des tours Eiffel, des sortes de bibelots qui se vendent. Et une société a besoin de vendre. On a des marchands, on dirait Jésus, des marchands du temple, qui vendent des produits qui servent à l'économie générale. Très bien, aucun problème là-dessus. On doit importer, exporter. Maintenant, que ces gens qui font de l'export et de l'import aussi, parce que également ils importent des notions astronomiques dont on n'est pas certain d'avoir vraiment besoin, ces gens qui sont dans l'import-export, est-ce qu'ils représentent véritablement le cœur de l'astrologie, les intérêts supérieurs de l'astrologie, en dehors de questions et des enjeux économiques qui ne sont pas négligeables? On peut en douter, on peut sérieusement en douter. Donc, il ne faudrait quand même pas que le milieu astrologique soit contrôlé et dominé par des marchands qui vendent des consultations, mais des marchands aussi qui vendent des enseignements, qui vendent des cours d'astrologie. Et ces cours d'astrologie qui sont souvent des consultations prolongées, des consultations approfondies, si on peut dire, avec une exposition à l'astrologie plus forte, plus hard. Oui, pour moi, l'enseignement astrologique, il est aussi calibré, il est aussi tarifé, et il est aussi un produit d'exportation. Et moi-même, d'ailleurs, dans mon association, en 2015, on avait mis sur pied, parallèlement au colloque astrologique, on avait mis sur pied, en effet, non pas des consultations, mais en tout cas des cours d'astrologie, qui n'avaient qu'une valeur très relative, mais qui faisaient vivre des personnes, parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'importation, ça permet de faire vivre aussi des gens, de payer des gens. Voilà, donc on est vraiment dans une dépendance considérable. Mais cela dit, les colloques d'astrologie n'étaient pas à la merci
de ces enseignants en astrologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le public des colloques d'astrologie n'était pas constitué par les élèves en astrologie, encore moins par les clients en astrologie. Or, précisément, on sait depuis déjà maintenant une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, que les colloques d'astrologie sont devenus une ressource financière. Donc, c'est devenu un produit d'importation et d'exportation. On a des colloques qui sont à 100 euros le week-end, etc. pour 300, 400 personnes, à une certaine époque, c'est quand même pas mal. Mais ce produit d'exportation, ça veut dire que on s'adresse à un public d'élèves en astrologie. Et on ne peut pas dire véritablement que un colloque sérieux en astrologie est un colloque qui s'adresse à des étudiants en astrologie. Je suis désolé. Même si ça rapporte. Et d'où un niveau, d'où très peu d'échanges entre les astrologues, puisque ces colloques ne sont pas des lieux d'échange entre astrologues, en tout cas pas en public, ils ne sont pas des lieux de débat, car le débat pourrait perturber les clients, les élèves en astrologie. Donc on assiste à un type de colloque tout à fait particulier qui n'a rien à voir avec les colloques que nous organisions nous au MAU depuis 1974, 1975. La génération des colloques organisés par Yves Lenoble, puis avec Catherine Kestas, et puis d'autres au RAO, ou à l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, ou ailleurs, ou même à rendez-vous astrologique d'Antibes, etc. Tout ça sont des colloques qui sont des colloques d'exportation, où on vend de l'enseignement en astrologie. D'ailleurs, à la limite, on ne pourra faire des colloques. Mais ce sont des colloques qui sont liés à une rentrée pécuniaire. Alors, je crois qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que l'argent qui rentre par les activités pécuniaires permette de payer et d'organiser des colloques vrais qui ne dépendent pas de cela. C'est ce qui se passe, c'est ce que j'appelle la distinction entre sphère privée et sphère publique. Le privé peut se débrouiller pour gagner de l'argent, comme il l'entend. Mais il faut qu'une partie de cet argent soit reversée par le biais de l'imposition, d'une forme ou d'une autre, à l'État astrologique, aux structures dirigeantes de l'astrologie, il y en a, qui, elles, organisent des activités qui vont dans le sens de la recherche, qui vont dans le sens du débat entre astrologues. Et là, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, il s'agit d'en dépenser. Et il s'agit d'utiliser cet argent qui a été gagné dans cette relation d'import-export, de l'utiliser pour favoriser la création d'une école d'ingénieurs, d'une école de chercheurs, d'un centre de recherche en astrologie. D'ailleurs, Christina l'a dit aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas être à la fois au four et au moulin, et les astrologues sont à la fois des chercheurs et des praticiens de l'astrologie, sont dans une situation extrêmement délicate et problématique, même si le terme d'enseignant-chercheur existe aujourd'hui, mais enfin il est à mon avis extrêmement ambigu. Ou alors il faut être un enseignant à un très haut niveau, c'est-à-dire justement des étudiants qui sont bien au-delà de la moyenne des étudiants en astrologie. Il faut qu'il y ait des cotisations, que les colloques grand public qui sont organisés, par exemple, que tous ces cours d'astrologie qui sont organisés aboutissent à la constitution de fonds qui soient au service de la communauté astrologique et qui permettent de faire avancer la recherche astrologique. Parce que cette espèce d'amalgame entre recherche astrologique et travail sur le terrain d'exportation de produits astrologiques pour le public, c'est un amalgame qui n'est pas
n'est pas ça.